La clinique, c'est quoi? C'est d'abord des signes de riposte adrénergique, comme ceux de tout à l'heure, quand on a parlé d'acidose métabolique. Donc HTA, sueur, etc. Vous avez les signes d'encéphalopathie respiratoire, céphalée, astérixis, agitation. Astérixis, vous savez ce que c'est? Astérixis. Astérixis, c'est ce qu'on appelait dans le temps le flapine trémor. On va vous en parler quand on vous parlera des encéphalopathies hépatiques. Juste pour vous dire que l'astérixis, ça n'est pas spécifique de l'encéphalopathie hépatique et qu'on peut retrouver ça dans les encéphalopathies dites respiratoires. L'astérixis, c'est ça. Vous demandez au malade de tendre les doigts, alors de temps en temps, il fait comme ça. C'est une perte du tonus des petits muscles. Donc les petits muscles perdent de temps en temps leur tonus et les doigts font comme s'ils allaient tomber. En chronique, quand l'hypercapnie est chronique, et l'hypercapnie chronique est forcément associée à l'hypoxémie chronique, l'hypercapnie ne va pas sans hypoxémie, et bien vous aurez des signes de cœur pulmonaire chronique, le CPC. Vous aurez bien sûr le fameux hypocratisme digital dont je vous ai parlé, mais vous aurez surtout les signes du cœur pulmonaire chronique. Je vous ai expliqué la dernière fois ce que c'était. Le cœur pulmonaire chronique, c'est une insuffisance ventriculaire droite qui est due à une vasoconstriction pulmonaire chronique, parce qu'il y a une hypertension pulmonaire. Et ben, la biologie, c'est quoi? C'est une augmentation de la PaCO2, ça on le sait, parce que c'est les définitions même de l'acidose respiratoire. Une augmentation du bicarbonate, forcément. Une augmentation du bicarbonate et l'augmentation du chlore, vous allez la rectifier et vous allez mettre diminution du chlore. Ça, c'est une erreur. En tout cas, si je ne l'avais pas dit, vous l'auriez compris vous-même. Parce que pour que le 3 ionique reste normal, s'il y a augmentation du bicarbonate, il faut qu'il y ait diminution du chlore. Et à l'inverse, on verra tout à l'heure que quand il y a une diminution du bicarbonate, il y aura une augmentation du chlore. Donc ça va dans le sens inverse. Donc augmentation du Cl, qui est le chlore, c'est plutôt diminution du chlore. Les étiologies, qu'est-ce qui va faire que le malade va faire une hypercapnie? Obstruction des voies aériennes. Alors, il faut que vous sachiez une chose, ça je vous le dis avant de... Oui. Oui. Alors, je vous ai dit que quand il y a hypercapnie, quand il y a acidose, il y a d'abord des signes de riposte adrénergique. N'est-ce pas? Comme ce que nous avons à chaque fois qu'il y a un stress, quel qu'il soit. C'est d'abord le système orthosympathique qui intervient. C'est d'abord le système de défense d'Yannahna qui intervient le plus rapidement possible. Donc au début, nous aurons des signes de riposte adrénergique. Et la riposte adrénergique veut dire plutôt vasoconstriction, plutôt hypertension artérielle, n'est-ce pas? Plutôt sueur, plutôt... Voilà, c'est des signes d'hypercatécholaminémie. Mais secondairement, quand l'acidose est plus grave, ce seront les effets directs de l'hypercapnie. Et l'effet direct de l'hypercapnie, ce n'est pas la vasoconstriction, c'est plutôt la vasodilatation, n'est-ce pas? Cérébrale, par exemple, périphérique. Et à ce moment-là, parce qu'il y a vasodilatation, on peut avoir une hypotension artérielle. Donc, dans un premier temps, on n'a pas d'hypotension, mais dans un second temps, si l'acidose se pérennise, eh bien, la tension va chuter. Alors, pour vous expliquer quelque chose qui est très important. Quand quelqu'un fait une maladie pulmonaire quelconque, il se met en hypoxémie parce qu'il y a de l'admission veineuse, parce qu'il y a du shunt relatif ou du shunt absolu, mais généralement plus de shunt relatif que de shunt absolu. Que fait le malade à ce moment-là? Il hyperventile. Si bien que dans la grande majorité des hypoxémies dues à une atteinte respiratoire, on a plutôt une hypocapnie. Donc, ce qui va avec l'hypoxémie, c'est plutôt l'hypocapnie. Pour qu'il y ait hypercapnie dans le cadre d'une insuffisance respiratoire aiguë, il faut que le phénomène touche la totalité des poumons. Il ne suffit pas que le malade ait une atelectasie ici ou là,
Il ne suffit pas que le malade ait une pneumonie, parce qu'une pneumonie, c'est circonscrit. Il faut que la totalité des poumons soit hors course. Et à ce moment-là, le malade a beau hyperventiler, eh bien, rien ne sort. Parce que la surface d'échange est complètement court-circuitée ou complètement détruite. Et donc les hypercapnies et les acidoses respiratoires se recrutent effectivement quand il y a une atteinte globale du système pulmonaire. Et pour qu'il y ait une atteinte globale, rien de tel qu'une obstruction, par exemple ici, quand quelqu'un a une obstruction de la glotte, eh bien c'est les deux poumons qui sont hors circuit, totalement. Donc, obstruction des voies aériennes, surtout hautes, œdème glottique par exemple. Ou alors une dépression des centres respiratoires. C'est-à-dire que le malade a des centres respiratoires déprimés, et bien au lieu de ventiler à 16, il ventile à 2, comme dans l'intoxication morphinique, par exemple. Ou alors un déficit neuromusculaire, parce que quand il y a un déficit neuromusculaire, ben ça touche toute la musculature qui nous permet de respirer. Et donc nous aurons un trouble ventilatoire global. C'est le cas de la myasthénie. Vous connaissez la myasthénie grave? C'est le cas de la polyradiculonévrite, la maladie de Guillain-Barré. La myasthénie, c'est une maladie de la plaque neuromusculaire. C'est une maladie auto-immune qui fait que il y a une destruction des récepteurs de l'acétylcholine. Et ça touche la totalité des muscles respiratoires, ça ne touche pas une partie. Et donc quand on a un trouble ventilatoire, il est global. Dans la polyradiculonévrite, qui est une paralysie effectivement des muscles, y compris respiratoire, la maladie de Guillain-Barré, eh bien ça touche les poumons dans leur totalité. Et pour qu'une atteinte parenchymateuse, c'est-à-dire du parenchyme pulmonaire, puisse déboucher sur une hypercapnie, il faut que cette atteinte parenchymateuse détruise pratiquement les poumons dans leur totalité. Et donc, l'hypercapnie ne se voit dans les atteintes parenchymateuses que quand il s'agit d'atteintes diffuses, comme de l'œdème aigu du poumon hémodynamique. L'œdème aigu du poumon hémodynamique, qui est dû par exemple à un infarctus du myocarde, ben c'est une inondation des poumons dans leur totalité. Dans les pneumopathies extensives, pas la pneumonie qui va toucher un lobe, mais la pneumopathie qui va toucher les deux poumons dans leur totalité. Les bronchopathes chroniques obstructifs, BPCO, ça veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive, ça c'est du chronique, ça touche aussi les poumons de leur totalité. On peut imaginer aussi que dans un pneumothorax massif, il puisse y avoir la même chose. Ailleurs, dans tout ce qui est atteinte parenchymateuse circonscrite d'une partie du poumon, voire même d'un poumon, nous n'aurons pas d'hypercapnie, nous aurons plutôt une hypocapnie, parce que le trouble premier c'est une hypoxémie, la réponse physiologique c'est une hypercapnie, une hypocapnie par hyperventilation. Principe thérapeutique, pas traitement de la cause. J'ai parlé du pneumothorax massif, c'est le drainage pleural, c'est les antidotes quand il s'agit d'une intoxication. Je vous ai parlé des morphiniques, mais je peux vous parler par exemple des organophosphorés. Une intoxication aux organophosphorés réalise un bloc neuromusculaire. Donc il faut donner un antidote. C'est les anticholinésterasiques pour traiter une crise myasthénique. N'est-ce pas? Dans la myasthénie, je vous ai dit que le trouble primaire est celui d'une destruction des récepteurs acétylcholéniques post-synaptiques. L'anatomie, la physiologie, ça vous dit quelque chose tout ça, n'est-ce pas? Et l'acétylcholine, quand elle a fait son effet, elle est détruite par les cholinesterases. C'est l'enzyme qui détruit. Ben, si nous donnons un anticholinésterasique, nous ferons en sorte qu'il y ait beaucoup d'acétylcholine. Pour le peu de récepteurs qui restent, ça va donner de l'effet. Des obstructions des voies aériennes. Et puis bien entendu, en dernier recours, c'est la ventilation artificielle. Ce sont que les principes. Bien sûr, tout cela vous l'aurez dans le détail quand on envisagera pour vous tout ce qui est pathologie. Alcalose métabolique. Ben, le trouble primitif ici, c'est quoi? C'est une augmentation du taux de bicarbonate. C'est clair. Soit par fuite du H+, ou par rétention de bicarbonate. Dans les deux cas, il y aura peu de bicarbonate dans le sang. La réponse ventilatoire, c'est quoi? C'est une hypoventilation pour retenir le CO2, pour rétablir le pH. Et je vous ai mis ici ce que je vous ai déjà un peu signifié au tout début, c'est qu'à amplitude de variation de pH égale, l'alcalose est plus grave que l'acidose. Souvenez-vous des limites
que je vous ai donné tout à l'heure pour la survie, par rapport au pH. Je vous ai dit 6,60, 7,70. 6,60 par rapport à 7,40, c'est très très bas. 7,70 par rapport à 7,40, c'est pas très élevé. Pour la simple raison que, effectivement, je vous le redis, l'alcalose, c'est pas bon, parce que ça dévie la courbe de Barcroft à gauche, parce que ça donne de la vasoconstriction, c'est une source d'hypoxie supplémentaire. Je vais un peu plus vite, parce que c'est des choses que je redis maintenant, que je vous ai déjà dites d'une façon ou d'une autre. La perte des UH+, elle peut se faire par voie digestive. C'est le cas de la sténose du pylore dont j'ai parlé. Quelqu'un qui a une sténose du pylore, il va vomir. Mais il va vomir beaucoup d'UH+, parce que le liquide gastrique est très riche en acide. En l'occurrence, l'acide chlorhydrique. Par voie urinaire, je vous ai donné quelques exemples. Il s'agit rarement d'un excès de bicarbonate. Donc, dans la plupart des cas, l'alcalose métabolique est due à une perte d'ion H+, le plus souvent par voie digestive. La cause essentielle de l'alcalose métabolique, c'est la sténose du pylore. Et d'ailleurs, c'est le type de description de l'alcalose métabolique quand on fait un cours pareil. Excès de bicarbonate par rapport excessif exogène de CO3H-, ça peut arriver. Ou d'équivalent métabolique. Citrate, acétate, équivalent métabolique, c'est un peu comme quand on transfuse massivement un malade. Eh bien, on le transfuse massivement, on lui apporte forcément des citrates. Parce que dans le liquide de conservation du sang, il y a du citrate. Ben, le citrate est transformé secondairement en bicarbonate par le foie. En cas d'hypocalémie, mais ça c'est une fausse alcalose en quelque sorte. Hein. Souvenez-vous tout à l'heure de ce que j'ai dit de l'acidose ou de l'alcalose qui vont faire l'une ou l'autre, soit sortir, soit rentrer le potassium. Eh bien, l'inverse est aussi vrai. En cas d'hypocalémie, il y aura un transport d'IOH+, vers l'intérieur de la cellule. Et puis, il y a ce qu'on appelle les alcaloses de contraction. Les alcaloses de contraction, en fait, c'est quoi? Vous avez une déshydratation, c'est-à-dire une diminution des volumes extracellulaires, et les bicarbonates que vous avez vont se trouver, en quelque sorte, en hyperconcentration, puisque le volume a baissé. Ce n'est pas une vraie alcalose. Dans la déshydratation, vous avez aussi de l'hyperaldostéronisme secondaire. Quand on est déshydraté, quand on est en hypovolémie, on fait de l'hyperaldostéronisme secondaire. L'hyperaldostéronisme secondaire, contrairement à l'insuffisance surrénalienne, eh ben, ça va donner plutôt une alcalose. Et donc l'alcalose de contraction, c'est la contraction des volumes extracellulaires, mais c'est aussi le fait de l'hyperaldostéronisme secondaire. Ce qui est important dans l'alcalose métabolique, c'est que quand il s'agit de traiter, eh ben on va traiter essentiellement les mécanismes d'entretien.